Ce témoignage a été enregistré au début des années 2000, 3 ans avant sa mort. Pendant 48 ans, Noémie Clairvaux a gardé pour elle ce qu'elle a vécu dans les camps de prisonnières sous l'occupation allemande. Le silence a été sa manière de survivre. La parole, sa dernière forme de résistance. Sans chercher le pardon, sans demander à être jugée, elle a décidé de parler parce que le temps manquait. Voici les mots qu'elle a portés toute une vie. Écoutez jusqu'au bout, et ne laissez jamais cela être oublié. Si vous cherchez dans les archives officielles, vous lirez des rapports sur la faim, sur le typhus, sur les exécutions sommaires au petit matin. Vous verrez des chiffres, des dates, des cartes stratégiques. Mais les archives sont muettes sur ce qui se passait réellement quand les lumières s'éteignaient dans le baraquement 4. Elles ne mentionnent pas le rituel. La véritable guerre, celle qui a brisé nos âmes bien avant de briser nos corps, ne s'est pas jouée avec des canons ou des bombardements aériens. Elle s'est jouée dans un silence terrifiant, à l'intérieur d'une pièce stérile, sous le regard clinique d'un homme qui ne levait jamais la voix. On nous apprend que le mal est chaotique, bruyant, violent. C'est un mensonge. J'ai appris, à 23 ans, que le mal absolu est méticuleux. Il est propre. Il est mathématique. Et pour nous, ce mal avait une mesure précise, une distance infranchissable qui séparait notre humanité de notre statut d'objet, 16 centimètres. C'est ce chiffre qui me réveille encore la nuit, 60 ans plus tard, le corps baigné de sueur froide, cherchant frénétiquement le bord de ma chemise de nuit pour m'assurer qu'elle est assez longue. Je m'appelle Noémie Clairvaux, et avant de devenir un simple numéro sur une liste d'inventaire, j'étais une étudiante. Je vivais à Saint-Germain-des-Prés, dans un monde qui sentait le vieux papier, le café torréfié et l'illusion de la liberté. Je passais mes journées à débattre de poésie symboliste, persuadée avec l'arrogance typique de la jeunesse que la culture était un bouclier impénétrable contre la barbarie. J'étais naïve. Je croyais que la guerre était une affaire d'hommes, une chose lointaine qui se passait sur le front de l'Est ou dans les bureaux des ministères. Je ne savais pas que la guerre pouvait frapper à ma porte un mardi après-midi pluvieux, sous la forme de 2 officiers polis qui m'ont demandé de les suivre pour une simple vérification. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma tasse de thé. J'ai laissé un livre ouvert sur la table de chevet, persuadé que je reviendrais le soir même pour en terminer le chapitre. Je n'ai jamais revu cet appartement. Je n'ai jamais revu la fille que j'étais ce matin-là. Elle est morte dans le camion qui nous transportait vers l'Est, étouffée par l'odeur de diesel et la peur collective de 30 autres femmes. C'est étrange comme la mémoire fonctionne. Je ne me souviens pas du visage du soldat qui m'a poussé dans le train, mais je me souviens de la texture du bois du plancher contre ma joue. Je me souviens du bruit des roues sur les rails, un rythme hypnotique qui scandait notre descente vers l'enfer. Tac, 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 tac. Chaque kilomètre nous éloignait de la civilisation et nous rapprochait d'un monde où les règles morales n'existaient plus. Nous avons voyagé pendant 3 jours sans eau, sans lumière, entassés comme du bétail. Au début, il y avait des pleurs, des prières, des noms criés dans l'obscurité. Puis, le silence s'est installé. Un silence lourd, épais, celui de la compréhension. Nous savions, sans avoir besoin de le dire, que nous n'étions plus des citoyennes françaises. Nous étions devenues des cargaisons. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, l'air n'était pas frais. Il était chargé de cendres. Une poussière grise, grasse, qui collait à la peau et pénétrait les pores. Nous étions arrivés. Cette histoire, celle de Noémie et des milliers de femmes dont les voix ont été effacées, est reconstituée ici avec un souci absolu de vérité historique et émotionnelle. Pour soutenir ce travail de mémoire et permettre à d'autres récits oubliés de voir le jour, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez ce témoignage aujourd'hui. Votre présence est ce qui garde cette histoire vivante. Le camp n'était pas le chaos que j'avais imaginé. C'était pire, c'était une usine. Tout était ordonné, aligné, symétrique. On nous a fait descendre, on nous a triés. C'est là que j'ai vu Heinz pour la première fois. Il ne ressemblait pas au monstre des caricatures de propagande. Il n'avait pas le visage tordu par la haine. Au contraire, il était d'une élégance glaciale,
son uniforme impeccablement ajusté, ses bottes cirées reflétant le ciel gris. Il nous observait non pas avec dégoût, mais avec une curiosité scientifique, comme un entomologiste observant des insectes qu'il s'apprête à épingler sur un tableau de liège. Il ne criait pas, il chuchotait presque. Et c'est cette douceur qui était terrifiante. Il nous a fait aligner dans la cour centrale, sous la pluie fine, et il a prononcé les mots qui allaient définir notre existence pour les 2 années suivantes. Il a dit que la discipline était la forme la plus haute de la civilisation. Il a dit que pour nous rééduquer, il fallait nous apprendre la précision. C'est alors qu'il a sorti cet objet de sa poche. Une simple règle en bois. Pas une arme, pas une cravache. Une règle d'écolier, graduée, avec des marquages noirs. Il l'a levée pour que nous puissions toute la voir. 16 centimètres, a-t-il annoncé. C'est la limite. C'est la frontière entre l'ordre et le chaos. Nous ne comprenions pas encore. Nous étions nus, tremblantes de froid, nos cheveux tondus gisant sur le sol boueux autour de nous. On nous a jeté des vêtements, des jupes grises, rêches, mal taillées. Mais elles avaient toutes été altérées. Elles étaient courtes, trop courtes pour l'hiver, trop courtes pour la décence, trop courtes pour nous permettre de nous sentir humaines. Heinz nous a expliqué la règle avec un calme déconcertant. Aucune jupe ne devait descendre plus bas que 16 cm au-dessus du genou. Ce n'était pas une question d'économie de tissu, c'était une question de visibilité. Il voulait voir, il voulait que nous sachions qu'il voyait. La première nuit fut la plus longue de ma vie. Nous étions entassés sur des bas-flancs en bois, sans matelas, sans couverture, seulement ces jupes ridicules et des chemises fines. Le froid était une morsure physique, une bête qui rongeait les orteils et les doigts. Mais pire que le froid, il y avait la posture. Nous ne pouvions pas nous recroqueviller librement. Les gardiennes passaient avec des lanternes, vérifiant que la règle était respectée même dans notre sommeil. Si nous tirions le tissu pour couvrir nos jambes gercées, c'était un acte de rébellion. J'ai passé la nuit immobile, les muscles tétanisés, les yeux grands ouverts, fixés sur les planches du lit du dessus. J'écoutais les respirations irrégulières, les sanglots étouffés, et ce bruit de paboter qui allait et venait. Je me disais, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça la guerre, on ne peut pas mourir de honte. J'avais tort. La honte est un poison lent, bien plus efficace que la faim. Le lendemain matin, à l'aube, l'appel a commencé. Nous avons dû nous tenir au garde à vous dans la cour, immobiles pendant des heures. Le vent fouettait nos jambes nues, la peau devenait marbrée de violet et de rouge. Heinz passait dans les rangs. Il ne regardait pas nos visages. Il ne regardait pas nos yeux. Il regardait nos jambes. Il tenait sa règle à la main, la tapotant doucement contre sa cuisse. Tac, tac, tac. Ce rythme est devenu le métronome de notre terreur. Il s'arrêtait parfois devant une femme, au hasard semblait-il. Il s'accroupissait. Il posait la règle contre la peau, mesurant la distance entre le genou et l'ourlet effiloché. Le contact du bois froid contre la chair, le souffle de l'homme sur la peau. C'était une violation sans pénétration, un viol psychique répété devant des centaines de témoins impuissants. Si la mesure n'était pas exacte, si le tissu était descendu d'1 millimètre. Il ne criait pas, il faisait simplement un geste de la main. Et la femme disparaissait. Je me souviens d'Élise. Elle avait 19 ans, elle venait de Lyon. Elle était timide, le genre de fille qui rougissait quand un garçon lui parlait. Elle avait essayé de coudre un morceau de chiffon au bas de sa jupe pour gagner quelques centimètres de chaleur. C'était maladroit, des points grossiers faits avec une aiguille de fortune. Lors de l'inspection, Heinz s'est arrêté devant elle. Il a vu la modification. Il n'a pas arraché le tissu. Il a souri. Il a posé sa main gantée sur l'épaule d'Élise et lui a demandé doucement si elle avait froid. Elle a hoché la tête, tremblante, les larmes aux yeux. « La chaleur se mérite », a-t-il murmuré. Il a ordonné qu'elle reste debout, au centre de la cour, pendant que nous partions au travail forcé. Quand nous sommes revenus le soir, elle était toujours là. Elle était tombée dans la neige, bleue, inerte. La règle était posée sur son corps, comme une signature. Ce soir-là, j'ai compris que nous n'étions pas là pour travailler. Nous étions là pour être brisés. Et je savais que mon tour viendrait, inévitablement.
car ma jupe semblait rétrécir chaque jour un peu plus sous l'effet de la pluie et du lavage. Je sentais le regard de Heinz se poser sur moi, calculateur, patient. Il attendait le moment où je ferais une erreur. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la cruauté de Heinz n'avait pas de limite, et que les 16 centimètres n'étaient que le début d'une expérience bien plus sombre qu'il préparait dans le secret de l'infirmerie. Si vous me demandez quelle est l'odeur de la peur, je ne vous répondrai pas qu'elle sent la sueur ou l'urine, comme on le lit souvent dans les romans bon marché. Non. Dans le bloc 4, la peur avait une odeur minérale, presque métallique. Elle sentait la craie, la neige souillée et le tissu humide, qui ne sèche jamais. L'hiver de 1944 s'est installé non pas comme une saison, mais comme un gardien supplémentaire, plus cruel encore que les hommes armés sur les miradors. Le froid est devenu une entité vivante, une présence qui s'insinuait sous nos ongles et dans la moelle de nos os, transformant chaque mouvement en une épreuve de volonté. Mais ce n'était pas le climat qui nous tuait à petit feu. C'était l'attente. C'était cette suspension du temps entre le moment où la sirène hurlait, déchirant la nuit noire à 4 heures du matin, et le moment où Heinz apparaissait au bout de l'allée. Ces minutes-là durèrent des siècles. Nous étions là, alignés en rang parfait de 5, immobiles comme des statues de glace, nos souffles créant de petits nuages de vapeur qui montaient vers le ciel indifférent. Je me souviens de la sensation physique de l'attente. Mon cœur ne battait plus dans ma poitrine, il battait dans ma gorge, un tambour frénétique qui menaçait de m'étouffer. Je fixais la nuque de la femme devant moi, une certaine Marianne, comptant les vertèbres saillantes de sa colonne vertébrale pour ne pas sombrer dans la panique. 1, 2, 3. Chaque vertèbre était une montagne à gravir. Rester debout, ne pas bouger, ne pas tousser, surtout ne pas trembler. Car Heinz détestait le tremblement. Il disait que le corps humain, s'il était discipliné, devait être capable de dominer ses réflexes primitifs. Trembler de froid n'était pas une réaction physiologique pour lui. C'était un aveu de faiblesse, une insulte à l'ordre qu'il tentait d'imposer sur le chaos de nos existences. La routine des 16 centimètres avait évolué. Au début, c'était une inspection visuelle, humiliante, certes, mais rapide. Mais au fil des semaines, Heinz a transformé cette procédure en une cérémonie quasi religieuse, un rituel lent et méticuleux qui visait à briser ce qui restait de notre cohésion. Il ne se contentait plus de mesurer. Il observait. Il prenait des notes. Il avait un petit carnet noir, relié en cuir, qu'il gardait précieusement dans la poche intérieure de son manteau. Je me suis souvent demandé ce qu'il écrivait dedans. Des noms, des chiffres, des condamnations à mort. Je l'imaginais, le soir, dans son bureau chauffé, buvant un verre de schnapps et relisant ses notes sur nos genoux, nos cicatrices, nos veines bleues apparentes sous la peau translucide. Cette pensée me donnait la nausée. L'idée que nous étions devenus ces sujets d'étude, ces spécimens de laboratoire, était plus insupportable que la violence physique. Un matin, il s'est arrêté devant une jeune fille belge, Adèle. Elle avait tenté de tricher. Nous le faisions toutes, d'une manière ou d'une autre. Elle avait tiré sur l'élastique détendu de sa taille pour faire descendre sa jupe, espérant gagner 1 centimètre de chaleur sur ses cuisses gercées. Heinz l'a vu immédiatement. Il n'a pas utilisé sa règle tout de suite. Il s'est approché d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. Je pouvais voir la buée de sa respiration se mélanger à celle d'Adèle. Il a souri, de ce sourire qui ne montrait jamais les dents, un simple étirement des lèvres qui ne gagnait jamais ses yeux gris acier. « Tu penses que je ne vois pas ?» a-t-il murmuré. Sa voix était douce, paternelle, terrifiante. « Tu penses que tu peux manipuler la réalité avec un bout de tissu ?» Il a reculé d'un pas et a sorti la règle. Le geste était lent, théâtral. Le son du bois claquant contre sa paume gantée a résonné dans le silence absolu de la cour. Tac. Il a posé l'instrument sur la jambe d'Adèle. La mesure était fausse. La jupe était trop basse. Selon sa logique démente, elle avait volé 16 centimètres de visibilité au Reich. La malhonnêteté, a-t-il déclaré en s'adressant à nous toutes, sans quitter Adèle des yeux, est une maladie. Et comme toute maladie, elle doit être purgée. Il n'a pas frappé Adèle. Il n'a pas ordonné aux gardes de l'emmener.
Il a fait pire, il a ordonné à Adèle de tenir la règle elle-même contre sa propre jambe et de rester ainsi, le bras tendu, la posture rigide, jusqu'à ce que ses muscles cèdent. Nous avons dû partir au travail, la laissant là, seule au milieu de la place d'appel, une statue vivante de la soumission. Quand nous sommes rentrés le soir, 12 heures plus tard, elle n'était plus là. La règle était posée par terre, brisée en deux. Adèle n'est jamais revenue au baraquement 4. On a su plus tard qu'elle avait été transférée à l'infirmerie, ce lieu que nous redoutions plus que la mort elle-même. Car l'infirmerie n'était pas un lieu de guérison. C'était l'antichambre de la disparition. C'est à partir de ce jour-là que l'atmosphère dans le baraquement a changé. Une méfiance toxique s'est installée entre nous. Heinz avait réussi son coup de maître. Il nous avait monté les unes contre les autres sans prononcer une seule menace explicite. Nous avons commencé à nous surveiller mutuellement. « Ta jupe est trop longue », chuchotait l'une. « Tu vas nous faire punir », sifflait l'autre. La solidarité, ce lien fragile qui nous permettait de tenir, s'effilochait sous la pression de ces 16 centimètres. J'ai vu des amitiés de longue date se briser pour un ourlet mal cousu. J'ai vu des femmes dénoncer leurs voisines de lit pour avoir tenté de raccommoder un trou, espérant ainsi gagner les faveurs invisibles du bourreau. Nous étions devenues les gardiennes de notre propre prison. Je me souviens d'une nuit où je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les ronflements et les gémissements de mes camarades. Je me sentais sale. Non pas de la crasse du camp, mais d'une saleté morale. J'avais passé la journée à vérifier ma propre tenue avec une obsession maladive, internalisant le regard de Heinz jusqu'à ce qu'il devienne ma propre conscience. Je me dégoûtais. J'avais 23 ans, j'aimais Rilke et la musique de Debussy. Et pourtant, mon univers mental s'était réduit à la longueur d'un morceau de laine grise. C'était cela, la véritable victoire de l'ennemi, coloniser nos esprits avant même de détruire nos corps. Mais l'horreur, comme je l'ai appris, possède des étages. On pense avoir touché le fond et on découvre qu'il y a une cave en dessous. La phase suivante de l'escalade n'a pas eu lieu dans la cour, mais à l'intérieur même de nos quartiers. C'était un soir de février. La tempête de neige faisait trembler les murs du baraquement. Nous étions recroquevillés, essayant de conserver le peu de chaleur accumulée pendant la journée. Soudain, la porte s'est ouverte avec violence. Le vent glacial s'est engouffré, éteignant les quelques bougies que nous avions réussi à allumer. Dans l'encadrement de la porte, se découpant sur la blancheur aveuglante de l'extérieur, se tenait Heinz. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 médecins en blouse blanche qui portèrent des mallettes en cuir. Ce n'était pas une inspection disciplinaire. C'était autre chose. Quelque chose de plus clinique, de plus intrusif. « Lumière !» a aboyé l'un des gardes. Les lampes électriques ont grésillé et inondé la pièce d'une lumière jaune et crue, révélant notre misère dans toute sa laideur. Nous avons sauté de nos couchettes, nous mettant au garde-à-vous au pied des lits, tremblantes, nos chemises de nuit ne nous protégeant de rien. Heinz a marché lentement le long de l'allée centrale. Il ne regardait pas nos jupes cette fois. Il regardait nos jambes nues, haut notre peau. Il s'est arrêté devant moi. Mon cœur s'est arrêté. Il a pointé sa règle vers mon tibia gauche. Il y avait là une petite plaie, une écorchure que je m'étais faite en travaillant à la carrière de pierre. Elle était infectée, rouge, pulsante. « Intéressant », a-t-il dit, se tournant vers l'un des médecins. « Notez ceci. Sujet 784, résistance tissulaire compromise. Évolution de la nécrose à surveiller. » Le médecin a hoché la tête et a griffonné quelque chose sur un bloc-notes. Je me suis senti comme un animal de foire, une curiosité biologique. Il ne voyait pas ma douleur, il voyait une donnée. Heinz s'est rapproché encore. Il a levé sa règle, non pas pour me frapper, mais pour tracer une ligne imaginaire sur ma peau, du genou jusqu'à la cheville. Le bois était froid, si froid qu'il brûlait. « Savez-vous, 784 » a-t-il murmuré, utilisant mon matricule comme si c'était mon seul nom. Que la beauté réside dans la symétrie, et que la maladie est une asymétrie, votre jambe, elle offense l'ordre naturel. Cette nuit-là, ils ont sélectionné 5 femmes, pas les plus faibles, ni les plus malades.
Ils ont choisi celles qui avaient les jambes les plus intéressantes selon les critères obscurs de Heinz. Des femmes avec des varices, avec des cicatrices, avec des taches de naissance. Elles ont été emmenées vers l'infirmerie, escortées par les médecins silencieux. Nous ne savions pas ce qui allait leur arriver. Nous ne pouvions qu'imaginer. Et l'imagination, dans un endroit pareil, est pire que la réalité. J'ai passé le reste de la nuit à frotter ma jambe, essayant d'effacer la sensation fantôme de la règle sur ma peau, essayant de nettoyer la souillure de son attention. Mais je sentais, au fond de mes entrailles, que ce n'était que le prélude. Heinz s'ennuyait. La routine des inspections matinales ne lui suffisait plus. Il cherchait quelque chose de plus profond, de plus intime. Il cherchait à voir ce qui se cachait sous la peau. Le lendemain, lors de l'appel, les 5 femmes n'étaient pas là. Leur place dans les rangs était vide, comme des dents manquantes dans une mâchoire. Personne n'a osé poser de questions. Le silence était notre seule armure. Mais vers midi, alors que nous transportions des pierres sous le regard des gardes, j'ai vu la porte de l'infirmerie s'ouvrir. Une civière en est sortie. Elle était recouverte d'un drap blanc, mais le vent a soulevé un coin du tissu. J'ai vu. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. C'était une jambe, mais elle ne ressemblait plus à une jambe humaine. Elle était bandée, déformée, comme si on avait tenté de la resculpter. J'ai détourné le regard, la bile me montant aux lèvres. J'ai compris alors que les 16 centimètres n'étaient pas seulement une règle de pudeur ou de discipline. C'était une mesure d'accès. C'était la zone que Heinz s'était réservé le droit de contrôler, de modifier, de détruire. Nos jambes étaient devenues sa toile, et il commençait à peindre son chef-d'œuvre d'horreur. Je me suis juré, ce jour-là, que je ne le laisserais pas m'emmener, que je cacherais ma blessure, que je marcherais droit même si l'os de ma jambe se brisait. J'ai commencé à voler des bouts de papier dans les poubelles du bureau administratif où je nettoyais parfois le sol. Je les mâchais pour en faire une pâte que j'appliquais sur ma plaie pour la masquer, la recouvrant ensuite de poussière pour qu'elle se fonde avec ma peau sale. C'était dérisoire, pathétique, mais c'était mon acte de résistance. Chaque matin, je présentais mes 16 centimètres de chair nue à l'inspection, le souffle coupé, priant pour que son œil d'aigle ne repère pas la supercherie. Je jouais ma vie à pile ou face, chaque jour, chaque heure. Mais je ne savais pas que le véritable danger ne venait pas de ma jambe blessée. Le véritable danger venait d'une rumeur qui commençait à circuler dans le camp. Une rumeur concernant une nouvelle directive venue de Berlin. Une directive qui allait donner à Heinz le pouvoir absolu non plus sur nos vêtements, mais sur notre fertilité même. Et cette rumeur portait un nom de code terrifiant que nous chuchotions à peine dans le noir. Le protocole de la pureté. On dit souvent que l'espoir fait vivre. C'est faux. Dans un camp, l'espoir est une calorie inutile que le corps brûle en vain. Ce qui fait vivre, c'est la haine. C'est une braise froide, dure, logée quelque part entre l'estomac et le cœur, qui vous maintient debout quand vos muscles ont depuis longtemps capitulé. Au printemps 1944, je ne vivais plus que par cette haine. Elle était dirigée tout entière vers cette porte blanche, immaculée, qui marquait l'entrée de l'infirmerie. Contrairement au reste du camp, fait de bois pourri et de boue noire, l'infirmerie brillait. Elle était d'une propreté obscène. Les vitres étaient lavées. On pouvait parfois apercevoir, à travers les carreaux, des silhouettes en blanc qui se déplaçaient avec une lenteur rassurante, presque divine. Mais nous savions toutes que ce bâtiment n'était pas un lieu de guérison. C'était le ventre de la bête. Et la rumeur du protocole de la pureté n'était plus une rumeur. C'était devenu une liste. Chaque matin, après l'appel, un officier lisait des matricules. Celles qui étaient appelées ne partaient pas au travail forcé. Elles marchaient vers la porte blanche. Certaines revenaient quelques jours plus tard, le regard vide, marchant avec une raideur étrange, comme si leurs hanches avaient été soudées. D'autres ne revenaient jamais. Mon tour est venu un jeudi d'avril. Le ciel était d'un bleu insolent, parsemé de petits nuages cotonneux qui me rappelaient les après-midi sur les quais de Seine. Quand mon numéro, le 784, a été prononcé, le monde s'est tu. Je n'ai pas entendu les oiseaux. Je n'ai pas entendu le vent. Je n'ai entendu que le sang qui rugissait dans mes oreilles, un bruit de ressac violent qui couvrait tout. Mes camarades se sont écartés instinctivement, créant un vide autour de moi,
comme si j'étais déjà contagieuse, déjà marquée par la mort. Je n'ai pas pleuré, j'ai avancé. J'ai traversé la cour, sentant les milliers de regards fixés sur mon dos. C'était la marche la plus longue de ma vie. Chaque pas m'éloignait du monde des vivants pour me rapprocher de celui des ombres. En arrivant devant la porte blanche, une odeur m'a frappée. Pas celle de la mort, non. L'odeur de l'éther et du savon phénique. Une odeur propre, chirurgicale, qui piquait les narines et faisait pleurer les yeux. C'était l'odeur de la civilisation détournée de sa fonction première pour servir la barbarie. À l'intérieur, le contraste était aveuglant. Après des mois passés dans la pénombre crasseuse des baraquements, la lumière des néons me blessait les rétines. Tout était carrelé de blanc. Le sol brillait. Il n'y avait pas de poussière. Un silence feutré régnait, brisé seulement par le cliquetis d'instruments métalliques et le bruit de pas étouffés sur le linoléum. On m'a ordonné de me déshabiller. Pas avec la brutalité habituelle des gardes, mais avec une indifférence clinique. Une infirmière, une femme au visage sévère et aux mains froides, a pris mes vêtements en haillons et les a déposés dans un panier en osier, comme s'il s'agissait de linge sale ordinaire. Je me suis retrouvée nue au centre de la pièce, frissonnante sous la lumière crue. Puis, la porte du fond s'est ouverte. Heinz est entré. Il ne portait pas son uniforme militaire gris-vert. Il portait une blouse blanche, immaculée, boutonnée jusqu'au cou. Sans ses insignes, sans sa casquette à tête de mort, il ressemblait à n'importe quel médecin de famille, à n'importe quel professeur d'université. C'était là le plus terrifiant, sa normalité. Il tenait, comme toujours, son carnet noir. Il s'est approché de moi, m'a regardé dans les yeux avec cette curiosité vide qui me glaçait le sang. « Numéro 784 », a-t-il dit doucement. « Sujet à fort potentiel de résistance. Nous allons voir si l'hypothèse se confirme. » Il m'a fait signe de m'allonger sur la table d'examen. Le cuir était glacé contre mon dos. Il m'a attaché. Des sangles de cuir épaisses aux poignets et aux chevilles. Je ne me débattais pas. J'étais en état de choc. Mon esprit s'était détaché de mon corps et flottait quelque part au plafond, observant la scène comme un spectateur impuissant. C'est alors qu'il a sorti la règle. La même règle en bois qu'il utilisait dans la cour. Mais ici, dans ce temple de la science dévoyée, elle prenait une autre signification. Il l'a posée sur ma cuisse gauche. Il a pris un stylo à encre violette. Avec une précision méticuleuse, il a tracé une ligne sur ma peau exactement à 16 cm au-dessus de mon genou. Puis il a tracé une autre ligne. Plus haut, près de l'aine, il a délimité un rectangle de chair. « Vous vous êtes toujours demandé pourquoi 16 cm ?» a-t-il murmuré, comme s'il me confiait un secret intime. Il préparait une seringue, aspirant un liquide clair d'une fiole en verre. Ce n'est pas de la pudeur, Noémie, c'est de l'architecture. C'est dans cette zone précise que se trouvent les grands réseaux lymphatiques et musculaires. C'est ici que la force de la marche réside. Si nous contrôlons cette zone, nous contrôlons le mouvement, nous contrôlons la fuite. Il ne parlait pas de tuer, il parlait de paralyser, de modifier. J'ai compris alors l'horreur de ce qu'il faisait aux autres femmes. Il ne cherchait pas à soigner des blessures. Il testait des agents chimiques, des poisons neurotoxiques, directement dans les muscles qui nous permettaient de tenir debout. Il cherchait à créer un corps humain qui serait vivant, conscient, mais incapable de se révolter, incapable de courir. Un esclave biologique parfait. La pureté dont il parlait n'était pas raciale, elle était fonctionnelle. Un corps pur était un corps qui obéissait sans que l'esprit puisse intervenir. Il a approché l'aiguille de la zone marquée à l'encre violette. J'ai voulu crier, mais ma gorge était sèche, paralysée par la terreur. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la piqûre. Pas une douleur vive, mais une brûlure froide, profonde, qui s'est répandue instantanément dans ma cuisse comme du venin de serpent. « Comptez à rebours à partir de 10, » a-t-il ordonné. 10. Je sentais le froid monter. Ma jambe ne m'appartenait plus. Elle devenait lourde, dense comme de la pierre. 9. Le froid atteignait ma hanche. Une nausée violente m'a submergée. Les lumières du plafond ont commencé à tourner, créant des halos pulsants. 8. J'ai entendu un bruit étrange, un bruit de scie, un bourdonnement électrique qui venait de la pièce voisine. J'ai tourné la tête,
luttant contre la drogue qui envahissait mon cerveau. La porte était entr'ouverte. J'ai vu. Mon Dieu, j'ai vu ce qu'il y avait là-bas. Sur une autre table, il y avait une femme. Je ne voyais pas son visage, mais je voyais ses jambes. Elles étaient ouvertes, exposées, et la peau. La peau de ses cuisses avait été retirée. Comme un gant qu'on retourne. On voyait les muscles rouges, vifs, palpitants. Un autre médecin travaillait dessus, non pas pour recoudre, mais pour insérer quelque chose. Des fragments de verre, du bois. Je ne savais pas. Je voyais juste qu'il transformait une femme en un puzzle de chair et de douleur. 7. J'ai hurlé. Un cri rauque, animal, qui a déchiré ma gorge. Heinz a soupiré, agacé, comme si j'avais interrompu un concert de musique classique. Il a posé sa main gantée sur ma bouche. L'odeur du latex m'a étouffé. « Chut !» a-t-il chuchoté. « La douleur est une information. Ne la gaspillez pas en criant. Analysez-la. Devenez témoin de votre propre sacrifice. » La drogue a finalement pris le dessus. Le noir a envahi ma vision, commençant par les bords, jusqu'à ne laisser qu'un tunnel étroit fixant les yeux gris de Heinz. Je sentais qu'il reprenait la règle. Je sentais qu'il mesurait la profondeur de l'incision qu'il s'apprêtait à faire. La dernière chose dont je me souviens avant de sombrer dans l'inconscience, c'est sa voix, calme et didactique, expliquant à l'infirmière « Notez la réaction. Le sujet présente une résistance nerveuse supérieure à la moyenne. Nous allons pouvoir augmenter la dose. » Je me suis réveillé des heures, ou peut-être des jours plus tard. J'étais allongé sur un chalit dans une salle de réveil bondée. L'odeur de sang et de puce était insupportable. J'ai essayé de bouger ma jambe gauche. Rien. Elle était là, je la voyais, enveloppée dans des bandages épais, tachés de fluide jaunâtre, mais je ne la sentais plus. C'était un poids mort attaché à mon corps. J'ai paniqué. J'ai touché le bandage frénétiquement. Sous les couches de gaz, j'ai senti la forme. La cicatrice. Elle était longue, droite, parfaitement géométrique. Elle mesurait exactement 16 centimètres. Il m'avait marqué. J'étais devenue l'une de ses œuvres. Autour de moi, dans la pénombre, j'entendais des gémissements. Mes jambes. Je ne sens plus mes jambes, murmurèrent des voix dans le noir. Nous étions la légion des brisés, les cobayes du bloc 11. Mais ce que Heinz ignorait, ce que sa science froide n'avait pas prévu, c'est que la paralysie du corps réveille parfois une force inconnue de l'esprit. Allongé là, incapable de me lever, sentant le feu de l'infection commencer à brûler sous les bandages, j'ai pris une décision. Je ne mourrai pas ici. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Il avait pris mes muscles, il avait pris ma capacité à courir, mais il avait commis une erreur fatale. Il m'avait laissé en vie avec ma mémoire. Et j'allais utiliser cette mémoire comme une arme. J'ai regardé le plafond craquelé de l'infirmerie et j'ai fait le serment que si je sortais d'ici, chaque centimètre de cicatrice sur mon corps deviendrait une ligne dans son acte d'accusation. Mais pour sortir, il fallait d'abord survivre à la nuit. Et cette nuit-là, alors que la fièvre montait et que les délires commençaient à danser devant mes yeux, j'ai entendu les bruits de pas lourds des soldats qui approchaient. Ils ne venaient pas pour une inspection. Ils venaient avec des sacs noirs, à taille humaine. L'expérience était terminée pour certaines d'entre nous, et le nettoyage commençait. La fin du monde n'est pas arrivée avec des trompettes célestes, ni avec le silence de la mort. Elle est arrivée avec une odeur. L'odeur du papier brûlé. C'était en janvier 1945. Depuis ma paillasse à l'infirmerie, incapable de marcher sans hurler de douleur, je sentais cette fumée âcre qui envahissait les couloirs. Les Allemands brûlaient les archives. Ils brûlaient les listes, les rapports médicaux, les carnets noirs où Heinz avait noté nos agonies avec tant de minutie. C'était la panique. Pour la première fois, j'entendais non pas le claquement sec des bottes marchant au pas, mais le bruit désordonné de la course. Des ordres criés, des moteurs qui toussent dans le froid, des coups de feu sporadiques. Ils effacèrent les preuves. Et nous, les femmes du bloc 4, nous étions les preuves vivantes. La peur a changé de camp ce jour-là, mais elle ne nous a pas quittés. Nous savions que la logique nazie préférait ne laisser aucun témoin. J'ai rampé hors de mon lit. Ma jambe gauche était un bloc de plomb, insensible et pourtant brûlant d'une douleur fantôme.
Je me suis traîné jusqu'à la fenêtre givrée. Dehors, la neige était grise de cendre. J'ai vu Heinz une dernière fois. Il ne portait plus sa blouse blanche. Il avait remis son manteau gris, col relevé. Il portait une valise. Il ne courait pas. Il marchait vers une voiture noire, calme, méthodique jusqu'au bout. Il n'a pas regardé vers l'infirmerie. Il n'a pas regardé ses œuvres. Il est monté dans la voiture et il a disparu dans le brouillard blanc. Il emportait avec lui nos noms, nos mesures et la science de notre destruction. Quand les chars russes ont défoncé les barbelés 2 jours plus tard, je n'ai pas ressenti de joie. C'est une chose terrible à dire, je sais. On s'attend à des scènes de liesse, à des embrassades, à des fleurs jetées sur les blindés. Mais quand on a été réduit à l'état d'objet pendant 2 ans, on ne redevient pas humain en 1 seconde. J'ai regardé ces soldats étrangers, avec leurs yeux écarquillés d'horreur en découvrant nos squelettes vivants, et je n'ai ressenti qu'une immense fatigue. Un jeune soldat s'est approché de moi. Il a pleuré. Il a tendu une main gantée pour m'aider à me lever. J'ai essayé. J'ai mis mon poids sur ma jambe gauche et je me suis effondré. Ma jambe a cédé sous moi comme du verre brisé. Le traitement de Heinz avait fonctionné. Il avait détruit la structure musculaire profonde. Même libre, je ne pouvais plus tenir debout sans aide. J'étais libre, mais j'étais brisé. C'était sa dernière victoire, son dernier rire silencieux. Je sortirai de ce camp, mais je ne marcherai plus jamais comme une femme libre. Je marcherai toujours avec la raideur d'une prisonnière. Le retour à Paris fut un autre genre d'enfer. On m'a accueillie à la gare de l'Est comme une héroïne, mais je me sentais comme un fantôme. Ma famille m'attendait. Ma mère, vieillie de 10 ans en mon absence, a hurlé en voyant mon état. Elle voulait me serrer dans ses bras, me nourrir, me laver. Elle voulait effacer le camp, mais on n'efface pas le camp. Le camp était en moi. Il était dans mes cauchemars, où le bruit du tac-tac-tac de la règle me réveillait chaque nuit. Il était dans ma relation à la nourriture, que je cachais sous mon oreiller par réflexe. Et surtout, il était gravé sur ma cuisse. Les médecins parisiens ont examiné ma jambe avec perplexité. Ils n'avaient jamais vu une telle atrophie, une telle nécrose ciblée. Ils ont vu la cicatrice. 16 centimètres. Une ligne droite, blanche, nacrée, qui traversait ma peau comme une frontière infranchissable. Ils m'ont demandé ce que c'était. J'ai menti. J'ai dit que c'était un accident, une chute sur du métal. Comment pouvais-je leur expliquer la vérité? Comment leur dire qu'un homme avait redessiné mon anatomie pour satisfaire une obsession de contrôle? La vérité était trop obscène pour le monde des vivants. Alors je l'ai gardée pour moi. J'ai appris à marcher avec une canne. J'ai appris à cacher ma jambe sous des pantalons larges ou des jupes longues, bien au-dessous du genou. Toujours au-dessous du genou. Les années ont passé. J'ai vu le monde changer. J'ai vu la reconstruction, le boom économique, l'oubli. J'ai vu Heinz disparaître de l'histoire, un nom parmi tant d'autres qui n'a jamais été jugé. Peut-être est-il devenu un médecin respecté en Allemagne de l'Ouest, soignant des enfants, caressant des têtes blondes avec ces mêmes mains qui m'avaient injecté du poison. Cette pensée me rendait folle. Mais l'ironie la plus cruelle est arrivée dans les années 60, la révolution sexuelle. Soudain, les femmes de Paris, les filles de ma propre génération et leurs enfants, ont commencé à se libérer. Et le symbole de cette liberté, c'était la mini-jupe. Je marchais dans les rues de Saint-Germain, appuyé sur ma canne, et je voyais ces milliers de jeunes femmes dévoiler leurs jambes, fières, insouciantes. Elles montraient leurs cuisses au soleil. Elles revendiquaient le droit de montrer leur peau. Pour elles, c'était un acte de rébellion, de joie. Pour moi, c'était une vision d'horreur. Chaque fois que je voyais un ourlet remonter au-dessus du genou, je revoyais la règle en bois. Je revoyais le froid. Je revoyais la sélection. Je voulais leur crier « Couvrez-vous, ne leur donnez pas ça, ne leur donnez pas l'accès !» Mais je restais silencieuse. J'étais une vieille femme aigrie, une relique d'un temps que tout le monde voulait oublier. Je regardais mes propres jambes dans le miroir de ma salle de bain, seule, la porte verrouillée. La cicatrice était toujours là. Elle n'avait pas vieilli. Elle était restée figée dans le temps, un monument de chair à ma déshumanisation. 16 centimètres.
la distance exacte entre leur insouciance et mon éternelle prison. J'ai essayé d'avoir une vie normale. Je me suis mariée. Mon mari était un homme bon, un ancien résistant qui avait ses propres silences. Il ne m'a jamais posé de questions sur la cicatrice. Il l'effleurait parfois du bout des doigts, dans le noir, avec une infinie tristesse, comme on touche une relique sacrée et maudite. Mais je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Le protocole de la pureté n'avait pas seulement touché mes muscles. Les injections avaient voyagé plus loin, plus profond. Heinz avait stérilisé mon avenir en même temps qu'il paralysait ma marche. J'étais une impasse génétique. Ma lignée s'arrêtait avec moi. C'était le but final, n'est-ce pas? Non seulement nous tuer, mais nous empêcher d'être des mères, d'être des créatrices. Il avait réussi. Je suis une maison vide, une bibliothèque dont les livres ont été brûlés. Aujourd'hui, j'ai 82 ans. Ma jambe me fait souffrir chaque jour. Quand le temps change, quand il pleut, la cicatrice me tire, comme si les points de suture invisibles se resserraient. C'est mon baromètre. C'est mon rappel quotidien que le passé n'est jamais vraiment passé. Je regarde les nouvelles à la télévision. Je vois les guerres modernes. Je vois des réfugiés, des camps, des barbelés. Et je me demande, quelle est leur mesure à eux? Quelle est la nouvelle règle? Parce qu'il y a toujours une règle. Le mal change de visage, il change d'uniforme, il change de langage, mais il a toujours besoin de mesurer, de classer, de diviser. Il a besoin de transformer l'humain en chiffre pour pouvoir le détruire sans remords. Heinz n'était pas un monstre sorti des enfers. C'était un homme qui aimait l'ordre, la symétrie et l'obéissance. Et des hommes comme lui, il y en a partout. Dans les bureaux, dans les gouvernements, dans les hôpitaux. Ils attendent juste d'avoir le pouvoir de sortir leurs règles. Je suis fatiguée maintenant. Parler de tout cela m'a épuisée. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon avec ma jambe morte. Mais il fallait que je le dise. Il fallait que quelqu'un sache que derrière les grandes dates de l'histoire, derrière les traités de paix et les chiffres globaux des victimes, il y a des histoires minuscules, intimes, terrifiantes. Il y a l'histoire d'une règle en bois et d'une jupe grise. Il y a l'histoire de 16 centimètres. Je vais vous laisser avec une pensée. Une seule. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, quand vous enlèverez vos vêtements en toute sécurité, dans la chaleur de votre chambre, regardez votre corps. Regardez votre peau. C'est la seule chose qui vous appartienne vraiment. C'est votre dernier territoire. Mais posez-vous cette question et soyez honnête. Si demain, on venait vous dire que votre dignité, votre liberté, votre droit de vivre dépendait d'un simple chiffre imposé par un autre. Jusqu'où laisseriez-vous la règle descendre avant de dire non? À quel centimètre exactement arrêtez-vous d'être humain pour devenir un esclave? Moi, j'ai appris la réponse trop tard. Et vous? L'histoire de Noémie Clairvaux nous laisse face à un silence assourdissant. Ce que nous venons d'entendre n'est pas seulement le récit d'une survie physique, c'est l'autopsie d'un système conçu pour broyer l'âme humaine par la précision mathématique. Ces 16 centimètres ne sont pas une simple anecdote de guerre. Ils sont le symbole terrifiant de la rapidité avec laquelle la dignité peut nous être retirée lorsque nous cessons de la défendre. Noémie a porté cette cicatrice seule pendant des décennies, mais aujourd'hui, en écoutant sa voix, nous en partageons le poids. La mémoire est le seul antidote contre la répétition de l'histoire. Et cette mémoire, c'est vous qui la portez désormais. Ce canal a pour mission d'exhumer ces vérités enfouies, de donner une voix à ceux que les manuels d'histoire ont réduits à des statistiques muettes. Produire ces documentaires demande des recherches approfondies et un engagement total envers la vérité. Si ce récit vous a touché, si vous croyez qu'il est essentiel de ne pas laisser l'oubli recouvrir ses destins, nous vous invitons à soutenir notre travail. Un simple « j'aime » sur cette vidéo, un abonnement à la chaîne, ce n'est pas juste un clic algorithmique, c'est un acte de soutien, une façon de dire « je n'oublierai pas », une façon de veiller à ce que ces témoignages continuent d'exister. Mais votre rôle ne s'arrête pas là. L'histoire ne vit que si elle est discutée, partagée, ressentie. Nous voudrions lire vos pensées, vos émotions brutes après ce voyage au bout de la nuit. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous ce que vous ressentez face à ce témoignage. Dans un monde moderne où nos libertés semblent acquises,
Quelle est, pour vous, la limite infranchissable? Quelle est la règle que vous ne laisserez jamais personne vous imposer? Partagez votre réflexion avec notre communauté. Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de la mémoire collective. Une preuve que l'humanité, malgré ses cicatrices, reste debout et vigilante. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de faire partie de ceux qui se souviennent. À bientôt pour une autre histoire que le temps a tenté d'effacer.